Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, encore sur un coffret, je vais encore m'aborder dessus. Et par rapport à Total Kawada, parce que oui, il faut que je lui explique et il faudrait que j'en parle aussi au sujet de Total Kawada. J'ai vu que les articles de NJPW que je voulais, justement, étaient plus là. En revanche, il reste toujours les articles qui me plaisent, comme la GWP, donc Joshin Wrestling Professional, quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas ça? Et que voilà, c'est juste, je m'y attendais pas à ce qui partait très rapidement, mais au moins, je le dis, attendez. Et oui, au moment où je commence cette vidéo, à peine mon téléphone sonne parce que j'ai un appel. Eh ben, c'est ce que je m'attendais le moins, en tout cas, à recevoir un appel, mais bon, je préfère vite oublier cet appel parce que c'est pas important. Et que moi, ce que je voulais aussi envisager, c'est de faire peut-être de temps en temps un sujet, enfin hors sujet de la chaîne, donc une vidéo hors sujet de la chaîne. Ça pourrait arriver, mais ça je vous le dirai pas, peut-être un jour ou bref, je vous en dis pas plus. Mais bon, sans trop tarder, pour la review que je vais vous aborder aujourd'hui. The Best of Pay-Per-View match en 2016. Alors, il y a, on va dire, un petit souci que j'avais remarqué quand j'avais acheté ça. Je croyais que le DVD comme ça, il était en français. Normalement, il y a tout le temps le truc comme un genre de petit bandelette rouge ou n'importe quelle couleur qui est marqué avec les commentaires de Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Sauf que ce n'était pas le cas. Là, j'avais trouvé en version anglaise. Mais bon, c'est pas grave, du fait que je l'ai, que ça me plaît quand même. Voilà. Et que je sais qu'il y a quelques matchs que j'avais déjà notés, d'autres que je n'ai pas notés. Mais ça, on va voir ça ensemble. Donc, j'ai montré derrière. Les DVD, vous savez bien qu'il y en a trois. Attention, attention. Ouais. Shane McMahon qui s'élance sur l'Undertaker lors de Hell in a Cell. Enfin, WrestleMania 22. Enfin, 22. 32, qu'est-ce que je raconte? WrestleMania 32 à Dallas, Texas, le 3 avril, vu comment ils mettent la date. Et que je sais, lors de la table, il y a un genre de... de truc gonflable qui se dégonfle à la fin. Donc le truc est un peu cramé quand même en vue d'œil. Parce que nous, à la télévision, on voit, on va dire, que du feu. Mais sur place, ils le voient. Voilà, un petit détail que j'ai remarqué et que maintenant je passe directement au DVD 1. High Impact, Stakes. Alors, celle qui ouvre le programme, c'est Lita. Donc, elle ouvre le programme de Best of Pay-Per-View Match. Et Incredible Year. Donc, une année incroyable, selon ses termes. Et qu'on commence directement avec un meilleur match au Royal Rumble le 24 janvier 2016 pour le titre intercontinental dans un Last Man Standing match. Donc le dernier homme debout entre Dean Ambrose contre Kevin Owens. Et pourtant, ce Royal Rumble, je ne l'ai pas, mais le match il figure dans le coffret de Kevin Owens. Et que j'ai déjà fait une review dessus. Et que non, je ne vais pas la refaire. Car j'ai tout dit et je ne capte pas l'erreur, si ce n'est que des fois ça m'arrive d'être très vague, un peu lent sur les bords, mais Bouah, ouais, pas d'autres questions. Et que je me rappelle, ils ont utilisé des chaises, des tables, et que à chaque fois Kevin Owens s'acharnait sur Dean Ambrose pour que celui-ci reste au sol, donc il s'acharnait vraiment sur lui, et que on sait bien que notre ami John Moxley ne va pas rester au sol, vu comment c'est un dur à cuire. Il ne se rabaisserait pour personne d'autre, vraiment pas du tout. Bon, il a tout tenté, hein. KO, il a vraiment tout tenté sur Dean Ambrose, mais rien n'y faire. Je me rappelle, il y avait
4 chaises. Pas pour jouer à la chaise musicale, bien sûr, mais il avait allongé, peut-être pour un truc aussi risqué qu'il voulait faire Kevin Owens. Ça lui a joué un tour, car Dean Ambrose l'a poussé entre les deux tables. Et suite à ce spot, eh ben, Kevin Owens ne va pas se relever au compte de 10. Un truc assez banal en soi, même si on sait que, en connaissant l'un des deux, peu importe dans un environnement qui n'est pas si dangereux en soi, ils peuvent se relever malgré tout. Mais là, ça aurait été dans un environnement où il n'y a pas de ring, pas de protection. Là, on se dit, là, on est d'accord. Mais là, tellement simple. Et voilà. Donc, victoire de Dean Ambrose. En description. De toute façon, la plupart des matchs seront en description. Et après, on nous montre le highlight de Royal Rumble, de ce qui s'est passé. Et ils vont faire ça à chaque événement. Des highlights. Voilà, tout simple. Là, un truc que j'ai déjà noté aussi. À Fastlane, le 21 février en 2016, bien sûr. AJ Styles contre Chris Jericho. Vu comment on connaît que AJ Styles a fait ses grands débuts au Royal Rumble, et que lors du lendemain de Royal Rumble, eh ben, il bat justement Chris Jericho, et qu'ils veulent, on va dire, enfin, surtout Chris Jericho, il veut prouver qu'il peut battre AJ Styles en pay-per-view, même si je sais qu'il a déjà battu lors de SmackDown, un épisode de SmackDown, et que là, ben, c'est la reprise pour le troisième tour. On va dire c'est comme une belle, mais une belle qui va se terminer jusqu'à WrestleMania 32. Et que à chaque fois Jericho tente de prendre au piège Styles par n'importe quel moyen en le plaçant son The Walls of Jericho, tandis que Styles, vu comment il tentait à chaque fois le Styles Clash, et que Jericho relève toujours son épaule au bon moment, ou encore lors d'un calf crasher, eh ben, il tente de s'évader jusqu'à ce que, oui, à la fin, eh ben, c'est l'échappatoire de trop qui n'arrive plus à s'en échapper et il abandonne suite à un calf crasher de AJ Styles. Et voilà, tout de suite, sans rien à dire, si ce n'est que description, description, description. À chaque reprise que je vais dire, ce sera dans la description. Et là, le match triple menace, toujours du même date là, toujours à Fastlane. Mais c'est un match triple menace pour devenir le challenger numéro 1 au titre de Triple H. Vu comment Triple H était le champion du monde poids lourd de la WWE. Même si ça n'allait pas tarder à devenir champion de WWE. Mais au moins il faut un prétendant. Donc Roman Reigns contre Dean Ambrose contre Brock Lesnar. Oui, donc ça a parti presque du 2 contre 1, même si on sait que Brock Lesnar il est capable de anéantir deux personnes à la fois, même s'ils sont quand même baraqués, qui montent petit à petit en puissance. Et à chaque fois quand il y en a un qui est détruit, l'autre revient. Donc ça se joue en rien au final. Et que après, si je me rappelle bien, ils s'associent les deux pour anéantir Brock Lesnar en faisant un double powerbomb. Et ils font 2 fois, je crois. Une fois, 2 fois pour essayer de l'écarter du match, pour se laisser entre membres du Shield. Et comme de nulle part, je crois que Brock Lesnar surgit de nulle part pour faire une Kimura sur Roman Reigns, et que c'est là où Ambrose mitraille Brock Lesnar à coups de chaise, qui le fait écarter du match, mais ça permet à Roman Reigns de se remettre et de faire un spear et de remporter la victoire. Donc oui, il bat Ambrose et Reigns, Ambrose et Lesnar, pardon, et moi, et que on s'y attendait franchement. Je ne veux pas vous le cacher, on s'y attendait. C'est pour ça que la hype autour de Roman Reigns est un peu abaissée, même s'il y a quelques-uns qui soutiennent, mais bon, c'est pas si convaincant. Encore le highlight et Lifelong Dreams.
Je pense que ça parle de Zack Ryder, ça. Et ça reste WrestleMania 32, le 3 avril 2016. Un match de l'échelle pour le titre intercontinental où il y a Zack Ryder contre Kevin Owens, contre Le Miz, contre Sami Zayn, contre Dolph Ziggler, contre Stardust et contre Sin Cara. Oui, que des prétendants au titre. Il y en a qui l'ont déjà été, d'autres qui veulent devenir, comme c'est le cas envers Dolph Ziggler, Le Miz. Et je ne veux pas dire Sami Zayn, mais peut-être Stardust, vu comment, en tant que Cody Rhodes, il a déjà été champion intercontinental. Mais sauf que on sait bien que quelques jours ou quelques mois après, il part de la compagnie pour, euh, pour s'améliorer dans le circuit indépendant. Là, je parle bien de Cody Rhodes en tant que Stardust. Et si je crois bien, attendez, je me rappelle qu'il y a une image en tête que je me rappelle. Sin Cara voulait faire un peu son Jeff Hardy en s'écrasant sur une échelle. Et si je crois bien, il va rester out pendant presque la moitié de la rencontre. Et que si je me rappelle aussi, euh, Sami Zayn qui fait un genre de souplesse modifiée et que Kevin Owens tombe directement sur la tête dans l'échelle. Lui aussi sera, on va dire, écarté du match jusqu'à ce que ça se joue entre lui, le Miz, et que le Miz, il a trop pavané en disant ah, 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 regardez-moi, je vais devenir champion, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben on te bouscule! Et c'est Zack Ryder qui l'a bousculé et qui remporte le titre. Sur une ovation du public, alors qu'il ne s'y attendait pas, alors que le public avait, on va dire, c'est pas méchant, mais il croyait un peu en Zack Ryder, mais sauf que sa hype était totalement baissée, car on aura vu durant le lendemain de WrestleMania 32 comment ça s'est fini, alors que il fêtait sa victoire avec son papa. Tri... Triste fin pour le lendemain de Raw, bon moment pour ce WrestleMania Moment. Mais voilà, du rêve au cauchemar. Là, ce que je peux dire. Et là, oui, un des, on va dire, soi-disant main event féminin, entre guillemets, même si c'est pas le main event officiel pour les filles, parce que c'est pour le titre féminin de Raw, parce que le titre des divas n'est plus, on va dire, en activité. Même si elle apparaît avec ce titre, mais c'est comme si le titre était, on va dire, plus de l'actualité, parce que vu comment une société de catch féminin change et qu'il faut donner la chance aux femmes. Et c'est pour ça qu'ils ont créé le titre, mais sauf qu'ils ont fait le même design comme celui des hommes. Sauf que la ceinture est blanche avec des plaques en or, argent, ce que vous voulez. Sauf qu'à l'intérieur du WWE, il y a le côté rouge. Donc on a compris d'où ils voulaient en venir. Et du coup, nous, en tant que fans, on est un peu déçus. Parce que je sais qu'il y en a qui ont été déçus. Même ceux qui ont regardé le show en direct. Et qui ont fait une review dessus. Je ne suis pas dupe. Je sais quand il y a des déçus. C'est comme avec le titre universel. Qu'on va voir plus tard dans cette vidéo. Mais bon, on peut pas dire que le match était nul. On peut pas dire ça. Vu comment les trois femmes veulent donner de eux-mêmes pour faire, on va dire, éblouir le show, même si ça ne sauve pas les meubles. Ouais, parce que il y a une cascade de blessés lors de WrestleMania 32 et qu'il y en a qui sont même pas sur la carte et qu'ils font une apparition. Ou encore, il y en a qui vont revenir le lendemain, comme un certain Cesaro. Mais bon, c'était un excellent show, on va dire, pour les femmes, quoi. Becky Lynch arrive en premier avec la tenue comme si c'était une futuriste. Sasha Banks en tant que star de hip-hop, avec la tenue de Eddie Guerrero. Et Charlotte, ben, c'est façon flair, quoi. Voilà, elle a habillé à la flair. Le côté richesse, le côté pouvoir, vu comment c'est une reine. Et que après pas mal de bons spots, et que ça s'est, on va dire, un peu... Il y a des moments où on a l'impression qu'ils sont prêtes à shooter. Pour prouver qu'elles n'ont pas peur.
de shooter n'importe où, si ça peut, on va dire, les blesser psychologiquement. Mais heureusement, ça ne s'est pas arrivé, vu comment tout s'est très bien passé. Et après, si je crois bien, celle qui va servir de bouc émissaire pour Charlotte, ce sera Becky. Oui, Becky tout belle, tout Becky Balboa, Becky Lynch, bref, vous avez compris, qu'elle va soumettre grâce à la figure 8 de Charlotte. Alors que Sacha voulait intervenir pour casser la soumission, c'était trop tard, vu comment Ric Flair a chopé la jambe. Oui. Donc, nouvelle championne, entre guillemets, féminin de Raw, Charlotte. Ouais, directement. Et maintenant, ben, pour la cage de l'enfer, le Hell in a Cell, toujours à WrestleMania 32, bien sûr, c'est dans le même proverbe. L'Undertaker contre Shane McMahon. Là, on sait que Shane va perdre le match. Il a voulu donner du meilleur de lui-même en s'entraînant comme un fou, parce que j'ai vu les vidéos auxquelles il s'entraîne comme un fou, et que s'il est venu pour une bonne et unique raison, ben, gérer le show, gérer la WWE peut-être, pour qu'il en fasse sa priorité, et après ça je meurs. Non, non, c'est pas ça, mais en gros, voilà, il est venu pour une bonne raison, vu comment il a entendu dire que Stéphanie aura le récompense de Vincent J. McMahon, donc un trophée en vert diamant qui sert plus à les mettre en valeur en tant que méchant, mais qui ne sert à rien au final. Voilà, c'est tout ce que je sais à propos de ce truc. Et que si jamais il perdait chez McMahon, eh ben, il n'aura peut-être pas accès à être général manager de la WWE, que ce soit de Raw ou de SmackDown. Et que le lendemain, il revient comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas eu mal, comme s'il n'avait pas assez souffert. Certes, il a mal, il marche en titubant, mais qu'il obtient le poste. Voilà, il obtient le poste, c'est lui qui a le pouvoir. Et bref. Et que je m'en rappelle après pas mal de prises et un peu de bagarre qu'il y a eu dans le ring, vu comment l'Undertaker, il sait qu'il peut faire joujou avec sa victime du soir à WrestleMania, car c'est son seul rituel quand il catch, même si on sait que sa mystique est sur le point de s'étouffer. Il tente quand même le tout pour le tout, malgré la fureur de Shane McMahon. Voilà, il arrive à s'en sortir, même à retirer les vis de la cage pour qu'il puisse sortir. Donc c'est sûr, ils vont réussir à sortir grâce que l'Undertaker a pris dans ses bras Shane McMahon, qui va le, on va dire, le secouer, le piétiner, le décopier, l'écorcher. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je plaisante là-dessus. Mais c'est comme s'il allait le tuer. Et après, au moment, si je crois bien, il tente une prise de sommeil, mais il tombe dans l'autre table des commentateurs. Et après, quand il repasse à l'attaque, il prend la boîte à outils pour mettre KO l'Undertaker, jusqu'à ce qu'il veut commettre un truc que personne n'a jamais fait, monter du haut de la cage qui est plus haute qu'avant, qu'à l'époque de l'Attitude Era et de la Ruthless Aggression Era. Et bien, monter sur la plus haute structure et de tenter de se suicider. Un truc que Shane va faire, sauf que suite à l'impact et que la chute a été très dure, même si on sait qu'il a été protégé, eh ben, il sait bien qu'il se rapproche de la fin et qu'il dit vas-y, achève-moi, comme ça. Achève-moi. Donc il le supplie de l'achever, et il va l'achever dans le ring, avec un tombstone pile driver, vu comment il est foutu. Et c'est victoire de l'Undertaker. Et après cette défaite pour Shane McMahon, il se fait transporter par des secouristes qui l'emmènent dans le genre de petite voiturette de secours, mais qui prouve qu'il va quand même bien malgré qu'il est démoli pour un soir. Ouais, vous connaissez sa chanson dans la description, la plupart des ceux que j'ai cités. Et là, le highlight de WrestleMania 32. Maintenant, on passe au DVD 2. Influx of Young Talents. Ouais, donc ça passe au nouveau talent. Donc à Payback le 1er mai 2016. Un show que j'ai déjà et que je n'ai pas encore, on va dire, regardé pour me faire cette review. Car je me suis dit,
Je vais regarder en français en dernier et je passe en premier en anglais. Me demandez pas pourquoi je fais ça, c'est juste que c'est, entre autres, mon choix. Eh ben, quelle histoire sur le ring, hein, entre Sami Zayn et Kevin Owens. Vraiment, il y a vraiment tout autour de l'amitié brisée qui s'est déroulée lors de la NXT, même si on sait qu'il s'est déroulé que ce soit à la Ring of Honor ou à la PWG, mais là c'est à la WWE. Ils veulent créer une grande histoire autour de leur rivalité entre meilleurs amis et pire ennemi. Ça me rappelle un peu comme Triple H et Shawn Michaels, meilleurs amis et pire ennemi. Et que là, ils vont vraiment dans le catch pur. Hein. Vraiment, vraiment dans le catch pur. Hein. Tellement qu'ils vont dans le chain wrestling. Ils vont aussi des fois dans la brutalité, dans la bagarre, dans les prises ultra, on va dire, dangereuses. Parce que certes, il y a des prises qu'il faut les maîtriser, mais des fois, ils hésitent vraiment pas à sortir sans se rendre compte que ça peut être dangereux. Car ils le font, ils sont fous. Et que, si je me rappelle bien, lorsque Sami Zayn voulait directement battre Kevin Owens avec un Hell of a Kick, eh ben, il se fait accueillir par un super kick, un pop-up powerbomb, et c'est la victoire de Kevin Owens. Directement. Ce match-là, je sais bien que je ne l'ai pas noté, mais il y a un match qui doit sûrement figurer dans ce Battleground. Il faut que je regarde s'il figure. Non, malheureusement, mais je sais bien qu'il est présent dans le coffret de Kevin Owens. Leur match à Battleground. D'ailleurs, normalement, je ne dois pas me tromper. Non, je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Eh ben, on va dire ce match-là, je lui mets 4,40 entre Sami Zayn et Kevin Owens. Directement, je mets ça. Payback Highlight. Maintenant, on passe à Extreme Rules dans le main event. Donc, Extreme Rules le 22 mai 2016. Un Extreme Rules match pour le titre de la WWE. Oui, Roman Reigns contre AJ Styles. Donc, c'est presque le club contre la Bloodline. Ou le aussi contre la Bloodline, appelez ça comme vous voulez. Et que ils vont vraiment à fond. Hein. Et que AJ Styles, très rapidement, après quelques mois, on va dire janvier, février, attendez. Janvier, février. Il y a le show du mois de mars, je pense que c'était Roi de Bloc, la toute première édition en 2016. En avril, mai. Ouais, juste en mai. Justement en mai. Eh ben, à peine arrivé, eh ben, il fait déjà impression. Et il commence à montrer à quel point il peut faire face au visage de la compagnie. Pourquoi? Parce que AJ Styles, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a déjà été champion dans une autre compagnie qu'on connaît sous le nom de la TNA et de la NJPW, et il a catché partout. Donc il sait faire face à des grands moments, à voler le show. Donc il sait comment s'y prendre, et que c'est pas non plus Roman Reigns qui va lui prouver le contraire. Parce que certes, on le traite comme un petit nouveau, mais sauf que AJ Styles, c'est pas un tout petit nouveau, car il a quand même un peu plus d'expérience que Roman Reigns. Il sait quand même ce qu'il fait, même si Roman Reigns, on sait qu'il est ultra poussé, que c'est le chouchou de Vince McMahon, qu'il est toujours son chouchou. Oui, je le dis parce que on le sait, parce que on n'est pas bête, on n'est pas des moutons qui ne savent pas du tout qu'on était au courant. Mais c'était quand même un match brutal. Hein. Vraiment un match très brutal. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai déjà noté, mais il faudrait que je regarde dans le coffret du Shield, parce qu'il me semble que je l'ai déjà noté. Et au moment où ils se battent dans le public, ils vont quand même se battre partout. Ils vont pas hésiter justement à faire le tour. Même là où il y a le panel et que Styles fait son phénoménal forearm. Ou encore là où il voulait faire son Styles Clash sur la table des commentateurs, mais sauf qu'il se fait valdinguer par Roman Reigns. Et encore valdingué, il se prend un powerbomb de la part de Roman Reigns. Et quand c'est AJ Styles qui a le dessus et qui tentait son Styles Clash, mais rien n'y faire, car Roman Reigns relève à chaque tentative
de Styles Clash et de victoires manquées, et ben c'est là où Styles commence à montrer son nouveau visage, son visage de super méchant, en prenant une chaise, en matraquant Roman Reigns, sauf qu'il voit les Usos, il matraque les Usos, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 coups de chaise, bref, pas besoin de faire de décompte, bref, c'est des coups de chaise, même si je me rappelle, un Styles Clash sur la chaise, mais ça n'a rien suffi, et là, il tente le tout pour le tout, en essayant le phénoménal forearm, le coup d'avant-bras volant, et qu'au moment où il s'élance, eh ben, il se fait spirer en plein vol de la part de Roman Reigns, et du coup, c'est victoire de Roman Reigns himself. Et après sa victoire, oui, après sa victoire, un homme capuché qui arrive et qui enlève sa veste, qui donne un coup de pied dans l'abdomen de Roman Reigns, et qui fait le pedigree. Vous savez bien de qui je parle, il s'agissait bien de Seth Rollins. Oui, Seth Rollins, évidemment, qui arrive pour une seule raison, prendre le titre qu'il n'a jamais perdu et qui va se dérouler au Money in the Bank. Bon, certes, Extreme Rules et Money in the Bank, je ne l'ai pas, mais ça vaut le coup que je le dise. Et après, highlight de Extreme Rules, et on passe directement à Money in the Bank le 19 juin 2016. Oui, pour le Money in the Bank ladder match. Donc Dean Ambrose contre Kevin Owens, contre Sami Zayn, contre Cesaro, contre Chris Jericho, contre Alberto Del Rio. Oui, donc c'est pour la mallette, et qu'ils se sont pas mal, on va dire, embrouillés pour la mallette, parce que oui, la mallette attend son vainqueur, oui, il attend son vainqueur, et qu'il y en a qui se battent, qui se font même la guerre, même se s'entretuer dans le ring quand il s'agit d'une mallette, parce qu'ils savent que c'est l'opportunité en or de devenir champion, c'est sûr et certain. Même si je me rappelle que tout le monde était sur une échelle et qu'il y en a qui ont été bousculés, surtout Cesaro et Alberto Del Rio, qui ont été bousculés. Et encore une fois, quand il y a une échelle en plein milieu du ring, des fois ça peut aller au drame, des fois ça peut se dérouler bien. Mais là, encore une fois, ben, Sami Zayn tentait de, de killer Kevin Owens, vu comment il se mange une échelle dans les lombaires, pardon. Mais ça va pas suffire. Après, il y a encore une construction d'échelle. Et si je crois bien, Dean Ambrose, il fait un Dirty Deeds sur Jericho ou sur Alberto Del Rio, ou même Kevin Owens, peu importe lequel, et qui remporte la mallette. Oui, il remporte la mallette. C'est lors de ce show-là où il va cash-in en main event. Donc, c'est victoire de Dean Ambrose. Ce match-là, je le mets 3,60. Directement, je mets 3,60. Et le main event, que j'ai déjà noté dans le coffret de Seth Rollins, dans le coffret du Shield. C'est pas la peine de faire un résumé là-dessus. Donc, c'est là où Seth Rollins, ben, il capture le titre. À cause que Roman Reigns s'est fait choper par la Wellness Policy. Donc, il a pris un truc illégal, qui est considéré peut-être comme du dopage. Et du coup, pour qu'il soit puni, eh ben, il se fasse perdre le titre par Seth Rollins. Même si je m'en rappelle, ça partait de manière hésitante entre Roman Reigns et Seth Rollins. À chaque fois, on se demande, est-ce que Seth Rollins va remporter le match, ou alors est-ce que Roman Reigns va encore atomiser ses adversaires pour devenir le champion suprême et qu'il y en a qui ne le supportent plus. Des fois, j'ai même entendu des You can wrestle. Je ne sais pas si vous entendez le même proverbe que je dis, mais il y en a qui disent You can wrestle à Roman Reigns, et ce ne sera pas la première fois que j'aurais entendu. Vraiment, ce ne sera pas la dernière. Et malgré tout, oui, malgré tout, vraiment malgré tout, eh ben, comme j'ai dit, ben, Seth Rollins fait un premier pedigree, mais sauf que Roman Reigns relève son épaule. Le deuxième pedigree, ça lui a complètement, on va dire, mis KO pour de bon. Et là, c'est la victoire de Seth Rollins. Donc, Seth Rollins est le nouveau champion de la WWE pour la deuxième fois dans sa carrière. Et à peine respiré, eh ben, il se fait prendre un coup de mallette de la part de Dean Ambrose qui met sa mallette en jeu. Et qu'il a l'opportunité gratis ou gratuit pour battre le champion, le nouveau champion, on peut dire ça comme ça. Donc il fait un Dirty Deeds et il remporte le titre. Donc dans la soirée de Money in the Bank, on aura eu 3 champions.
Le premier, c'était Roman Reigns qui est arrivé en tant que champion. Il perd son titre au profil de Seth Rollins. Et que Seth Rollins, à peine de prendre le titre, eh bien, il se fait perdre par Dean Ambrose. Donc, le Shield, 3 fois champion. Hein. Bref, en description, directement en description. Et là, highlight, more that just diva. Donc, ce ne seront pas non plus que de simples divas pour nous. Donc, Sasha Banks avec une mystérieuse partenaire qui est Bayley, vu comment elle sort de chez NXT, ou presque, vu comment on sait qu'elle avait perdu le titre. Elle avait perdu le titre féminin de la NXT lors de Dallas Texas Takeover et qu'elle veut tenter sa chance à Takeover Brooklyn New York partie 2 auquel elle va échouer. Eh ben, ce sera, on va dire, l'échec de trop face à Asuka auquel elle sera obligée de venir dans le roster, notamment du côté de Raw. Donc elle fait équipe avec Sasha Banks contre Charlotte et Dana Brooke. Malgré que cette équipe ont énormément, on va dire, un peu de longueur d'avance parce que Charlotte, elle veut mettre en avant sa supériorité, tandis que Dana Brooke, elle n'a pas de personnalité à mettre en valeur, si ce n'est que elle fait juste le job, mais ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Tandis que Bayley arrive, il y a une grosse fourie de la part du public qui sont à fond derrière Bayley parce qu'elle sort de chez NXT et on sait qu'elle peut nous sortir des masterclass dans un match comme ça. Même si elle a un personnage très enfantin pour fille. Mais bon, le côté hug, le côté câlin, section câlin faisait entre autres du bruit du côté de la NXT. Ça marchait 10 fois mieux de la NXT que dans le roster principal. Et que si je crois bien, celle qui arrive, c'est... Je sais que c'est Bayley, mais est-ce que c'est Sasha Banks qui clôture le match avec un Bank Statement? Parce que moi, il me semble qu'il y a Bank Statement plus un Bayley to Bayley. Hein. Mais peu importe, vu comment c'est victoire de Bayley et Sasha Banks. Et ce match-là, je ne l'ai pas noté. 3,5, je mets ça 3,5. Et là, pour le main event, toujours dans ce Battleground du 24 juillet 2016, match triple menace pour le titre du monde poids lourd de la WWE, ou WWE seulement, Dean Ambrose contre Seth Rollins contre Roman Reigns. Là, c'est vraiment, pour moi, je vais vous dire, ça c'est vraiment le remake de leur match à Florida Championship Wrestling. Donc la FCW, le club école de la WWE, qui sera devenue la NXT. Version WWE, quoi. Et pas en mode télé-réalité. Donc c'est un peu le remake. Et que là, on se dit, ça sent le sapin pour Dean Ambrose. En face, il y a Seth Rollins et Roman Reigns qui peut le battre très facilement parce que la WWE ne croit pas du tout en Ambrose. Ça, c'est un fait qui est réel. Et que Seth Rollins et Roman Reigns sont les deux gars les plus mis en avant. Voilà. Il n'y a qu'eux qui ont les meilleures idées, mais pas Dean Ambrose. Alors que, voilà, il est quand même doué, il est acclamé par le public, il est soutenu même. Eh bien non, il ne lui donne pas sa chance. Aucune chance pour le lunatique d'être privilégié par rapport à ses deux collègues. Et pourtant, toutes les chances étaient contre lui. Et que le match, je ne sais pas pourquoi, mais il a été oublié. Alors que c'est forcément peut-être historique pour Ambrose. Et d'ailleurs, si vous voulez, je vous le montre directement, comme quoi j'ai bien le Battleground. Certes, presque au début, presque de la fin de vidéo, ou presque, je dis bien presque. Donc voilà, le Battleground que je ne voulais pas montrer. Voilà, au moins je vous le montre. C'est super sympa. Donc je me rappelle que Dean Ambrose et Seth Rollins se sont associés pour affaiblir Roman Reigns, que ce soit pour l'anéantir sur la table des commentateurs pour qu'il se retrouve à deux en tête à tête, pour une bonne baston, mais c'est pour une courte durée. Et si je crois bien, Roman Reigns il fait un spear sur Seth Rollins, et que Dean Ambrose casse le tombé sur Roman Reigns à Seth Rollins pour faire son Dirty Deeds, pour qu'il remporte la victoire. Donc victoire de Dean Ambrose.
en description ce match-là, après le highlight. Et je sais qu'il y avait les gars qui... Le gars de SmackDown, parce qu'on va dire que c'est SmackDown qui ont gagné contre Raw, qui remportent la victoire grâce à leur champion. Highlight de Battleground, DVD 3, The Phenomenal One and the Big Match John. Alors là, c'est Big Match avec John. Donc le phénoménal avec un meilleur match face à John. Et d'ailleurs, c'est exactement le cas. Au SummerSlam le 21 août 2016, c'est un grand match entre John Cena et AJ Styles, et que AJ Styles doit prouver tout seul qu'il peut battre John Cena de manière dignement, sans tricherie, sans rien, pour prouver qu'il peut justement rivaliser avec John Cena. Et d'ailleurs, c'est un très grand match. Et que leur match au Royal Rumble 2017, pour moi, c'est plus haut. Et que celui-là, il est plus haut au même niveau que leur match au Royal Rumble 2017. Car je lui avais mis un 4,90 parce que c'est un grand match de catch. Certes, c'est pas non plus très basique avec John Cena, mais au moins, il peut nous livrer des grands combats quand il le veut. Et que je me rappelle que Styles tente à chaque fois de faire couler Cena. Même des fois en se moquant de lui, mais il faut pas trop non plus se moquer de John Cena pour autant. Car quand on se moque de lui, quand on le sous-estime, il nous prouve le contraire. Et que, attendez, si je me rappelle bien, à chaque Attitude Adjustment, il n'arrive pas à venir à bout de AJ Styles. Et AJ Styles, lui, en Phenomenal Forearm, en Styles Clash et en Cab Crasher, il n'arrive pas non plus à venir à bout de John Cena. Et il va arriver à la fin. Je m'en rappelle d'un Styles Clash qu'il va effectuer, mais sauf qu'il n'effectue pas le tombé, car il veut le bouquet final pour la fin, le Phenomenal Forearm, qu'il effectue sur John Cena et qui bat ce dernier. Donc c'est la face qui dirige la place, ou encore quand il va remporter le titre, le champion qui dirige le camp. Donc victoire de AJ Styles qui aura prouvé qu'il peut battre, pas facilement, mais on va dire il peut battre quelqu'un comme John Cena, qui est, on va dire, encore à cette période-là, le visage de la compagnie. Mais qu'il n'allait pas tarder à céder sa place à Roman Reigns. Donc celui-là, comme j'ai dit, 4,90, pardon, directement. Et là, pour couronner le titre universel à l'un d'entre eux, entre Seth Rollins et Finn Balor, donc le Demon King, donc toujours au SummerSlam, et que je me rappelle lorsqu'ils ont dévoilé le titre universel de couleur rouge, je comprends qu'il y en a qui ont été déçus. Et que c'est pas la première fois que j'écoute en VO, mais en VO, le public ont un peu chié sous ce match. Ils ont chié sous ce match alors que c'est un grand match de catch qu'ils sont en train de voir à cause de cette ceinture qui en soi, je vais pas vous le mentir, est moche. Rien qu'à le voir. Attendez, je pense qu'on va m'appeler. Donc, ne vous inquiétez pas, je reviens à vous. Je repoursuis parce que j'en ai marre d'être interrompu. Donc, comme j'ai dit, ils ont chié sous ce match parce que le titre universel était, on va dire, pas terrible en soi et que la couleur est ignoble. On va dire qu'il est médiocre et que ils sont, on va dire, toujours restés dans le côté faut que les titres se ressemblent. C'est pas non plus les mêmes lettres, mais bon, on aura compris. Mais sauf que nous, on n'est pas satisfait. Et pourtant, c'est pour le couronnement d'un titre, et que j'ai adoré ce match entre Seth Rollins et Finn Balor. Et que c'est là où Finn Balor, il se brise l'épaule ou le coude, et qu'il a voulu se le remettre en place, et que malgré un bras en moins, et qu'il tente malgré tout de retrouver des sensations dans son bras gauche, parce que oui, c'est pas bras gauche, c'est bras droit, pardonnez-moi. J'ai cru que c'était bras gauche, maintenant c'était bras droit. Il veut toujours trouver de la sensation pour continuer. Et comme quoi, un démon, un roi démon, faut pas le tuer. Faut pas trop le tuer, le roi démon. Et que à chaque fois, je me rappelle qu'il y avait des trucs de psychologie entre Finn Balor et Rollins. Vraiment, ça joue que de la psychologie pour voir qui va prendre le dessus. Et à la fin, c'est le roi qui revient. Il revient en force. Il anéantit Seth Rollins avec des
dropkick, enfin des running dropkick. Quand il court, et ben, il fait des dropkicks à l'européenne, en deux côtés, et il fait son coup de grâce pour la victoire. Donc c'est Finn Balor, le nouveau champion universel, et on sait que le lendemain de SummerSlam, il sera obligé de rendre la ceinture parce que il est blessé. Mais on n'oubliera jamais à quel point c'est lui le premier champion. D'autres que l'ont oublié, mais on n'oublie pas que c'est Finn Balor le premier. Voilà. Après, ben, highlight de SummerSlam. Et là, on passe à Backlash le 11 septembre 2016. Alors, Six Pack Challenge pour le titre féminin de SmackDown. Donc, c'est pour couronner la nouvelle championne féminin de SmackDown. Avec 6 catcheuses. Donc, Becky Lynch contre Natalia, contre Nikki Bella, contre Alexa Bliss, contre Carmella. C'est à élimination, bien sûr. Je sais que c'est à élimination. Il y en a qui ont été éliminés. Et surtout, ceux qui étaient en rivalité, comme Nikki Bella et Carmella, qui étaient en rivalité, et que cette dernière était satisfaite qu'elle soit éliminée. Après, les Naomi, les Alexa Bliss, les Natalia ont été éliminés jusqu'à ce qu'il reste Becky Lynch et Carmella. Et à la fin, c'est Becky Lynch qui s'en sort avec le désarmeur, je crois. Ouais, le disarmer, c'est quand elle essaie de casser le bras et que son adversaire est obligé d'abandonner. Donc Carmella, elle est obligée d'abandonner face à Becky Lynch. Et du coup, c'est Becky Lynch qui remporte le match. Et le nouveau titre à la fin. Et qui fait une promo comme quoi c'est un peu la nouvelle Becky Balboa, donc version féminin de Rocky Balboa. Et qu'elle en est très fière d'être championne. Ce match-là, allez, 3,5 encore 3,5. Ouais, je mets ça. Après, encore Backlash Highlight. Et là, Clash of Champions, le 25 septembre 2016. Et que le Backlash était du côté de SmackDown, tandis que le Clash of Champions, alors qu'avant c'était Night of Champions, est du côté de Raw. Là, c'est du côté de Raw, et c'est pour être on va dire, allez, le match au meilleur des 7 matchs à remporter. Et que celui qui remporte sera, on va dire, entre autres, le vainqueur ultime entre Cesaro et Sheamus. Que de la brutalité, que de la bagarre, c'est sûr. On a affaire à deux bourrins. Vraiment à deux bourrins qui étaient prêts à tout, à faire tout leur possible pour remporter cette foutue victoire, pour peut-être avoir une chance au titre, ou encore, si on préfère, un match pour les titres par équipe, pour essayer de former une équipe, car on sait qu'ils vont former de barre. Ça, on le sait. Et que, si je crois bien, vu comment l'un des deux ne voulait pas abandonner, c'était décision... Non, c'était pas encore ce moment-là. Je me rappelle que Cesaro avait fait un 619 à la manière de Rey Mysterio. Ou encore, il a fait un topé suicidaire, mais sauf il s'est vautré la tête au premier dans le sol. Oh. Grosse frayeur. Là, c'était une grosse frayeur en voyant ce choc, parce que on sait jamais s'il n'aurait pas maîtrisé sa chute ou alors éviter qu'il se plante en beauté, il serait brisé le cou et il aurait été paralysé à vie, Cesaro. Et suite à ce choc, ce coup-là, pour éviter qu'il y ait des dangers, c'est un non-contest, mais autrement dit, c'est un très bon match, malgré tout. En description ce match-là, après highlight de Clash of Champions, le No Mercy, après No Mercy highlight, et ainsi de suite. Donc, encore du côté de SmackDown, le 9 octobre 2016, pour le titre intercontinental, titre contre carrière, entre Dolph Ziggler et Le Miz. Et là, c'est le tout pour le tour pour Dolph Ziggler. Car si jamais il ne remporte pas le titre, sa carrière, c'est terminé à la WWE. Pas de programme pour lui, terminé, rien. Et bien sûr, Le Miz, pensant que ce serait un match auquel il pourrait arriver haut la main en battant Dolph Ziggler grâce à l'ancienne équipe de Dolph Ziggler, nommée le Spirit Squad, qui prêteront sûrement main forte pour parvenir à ses fins. Et putain, à chaque fois, je me dis, ça y est, c'est fini, Dolph Ziggler, il va nous quitter la fédération, c'est fini. Non, non, même pas. Tu as beau essayer de l'aveugler avec du gaz lacrymogène ou une bombe à poids, va appeler ça comme vous voulez.
Tu as beau faire des prises finish, ça ne passe pas sur Dolph Ziggler. Alors qu'il est prêt, il est presque au niveau de la fin. Et à chaque fois qu'on le croit fini, faut pas trop l'enterrer car il sera toujours là. Et tant qu'il sera encore vivant, vaut mieux que ça continue. Avant qu'il soit trop tard. Bordel, qu'est-ce que c'est de la tremblote durant ce match. À chaque fois, on croit que Dolph Ziggler c'est terminé. Pourtant, il arrive tout de même à tenir le coup. Et que je me rappelle des multiples super kicks et tentatives de zigzag. Ça a échappé à Dolph Ziggler de faire le tomber. Ou alors, quand le Miz se relève, c'est impossible. Mais là, c'était, on va dire, la prise de trop que le Miz a trop subi. Là, il n'a pas le choix de se manger un zigzag. Et que Dolph Ziggler part avec la victoire et le titre. Waouh! Là, ils peuvent nous prouver, hein, le Miz et Dolph Ziggler, là, ils peuvent nous prouver qu'ils savent faire du bon catch. Tant qu'ils sont à l'étape sérieux et supérieure. Et que ce match-là, j'ai pas le choix de vous le dire, mais je le mettrai un 4,20. Je le mets ça, un 4,20. J'ai bien apprécié et je me rappelle à l'époque, j'étais loin de me douter qu'ils allaient sortir un bon match. Vraiment loin de me douter. Donc comme j'ai dit, no merci highlight, voilà. Et là, on passe à LNSL le 30 octobre 2016, oui, presque au niveau du même jour d'Halloween. Et que c'était encore le slogan pour battre contre le cancer du sein. Et que là, le main event, oui, le main event, c'est un LNSL pour le titre féminin de Raw entre Charlotte contre Sasha Banks. Et là, j'ai ressenti qu'on aurait dit un peu comme à NXT TakeOver entre les deux femmes. Je me rappelle que Sasha Banks, elle sortait en genre de 4x4 avec quelques gardes du corps pour l'escorter jusqu'au ring, tandis que Charlotte, elle sépare des sujets, vu comment elle se prétend reine, qui l'accompagnent jusqu'au ring. On a l'impression que ce soit un NXT TakeOver, alors que non, c'est la WWE dans le roster principal, toujours du côté de Raw ou du SmackDown ou de WWE en général. Je me rappelle lorsque la cage descend, Charlotte augmente les hostilités en attaquant en traître Sacha, et que la cloche avait déjà sonné. Et lorsqu'ils veulent monter sur la cage, je me rappelle, ça se battait en se grimpant. Et que c'est là où Charlotte veut commettre l'irréparable en faisant un powerbomb sur Sasha Banks sur la table des commentateurs. Et suite à ça, Sasha Banks, on a l'impression qu'elle va pas continuer le combat, qu'elle est presque au niveau d'abandonner. Enfin, elle est presque sur le point d'abandonner, qu'elle va pas poursuivre. Et là, j'ai compris la référence. Ils ont voulu faire un Undertaker Mankind. Oui, une référence même pour les femmes. Donc ils veulent faire cette référence. Mais malgré qu'elle a mal, elle veut continuer la rencontre, même si Charlotte, elle s'acharne sur Sasha Banks, que ce soit en faisant une planchette japonaise, qu'on peut appeler ça un monkey flip, à travers la cage. Elle souffre, elle souffre, elle souffre, Sasha Banks, mais elle continue, elle va aller jusqu'au bout. Malgré la douleur, malgré les chances qui sont contre elle, parce qu'il faut savoir, un coup qu'elle capture le titre féminin, à la NXT, c'était pas pareil, mais du côté du roster principal, lorsqu'elle capture, elle tient pas jusqu'au bout le titre. Hein. Et c'est un fait, car à mon avis, je me demande si la WWE ne font pas confiance en elle, ou alors est-ce qu'ils s'amusent à, à jouer sur l'intrigue. Bref, des tonnes de questions à leur opposer. Et je suis sûr qu'ils vont peut-être pas nous répondre directement, mais on se pose la question quand même. Vraiment, des mille et des tonnes de questions. Je me rappelle qu'ils avaient sorti les tables, les chaises, et que malgré la souffrance, elle continue malgré tout, et que lorsque Charlotte n'a pas ce qu'elle veut, elle est presque à péter un câble, tellement qu'elle veut en finir directement, car son but, c'est en finir directement. Pas la peine de sortir des grands matchs longs.
elle veut sortir un match très court auquel elle veut gagner haut la main. Mais Sasha Banks, elle n'a pas dit son dernier mot. Elle veut pas se soumettre. Elle veut pas se soumettre, et ça, je comprends. Et que lorsqu'elle était prise au piège, Sasha Banks, grâce à un figure 4 suivi d'un figure 8, elle prend une chaise, bon bref, ils ont un petit peu botché sur le moment, mais elle aurait pu donner à fond sur le coup de chaise sur Charlotte. Ou encore lorsqu'elle est grimpée sur la cage, telle une Spider-Woman, pour faire sa descente du genou pour écraser le visage au sol, en prenant le kendo stick. Mais au moment où elle voulait à tout prix on va dire, s'emparer pour la victoire sur Charlotte, Charlotte contre, elle l'attaque, elle le met, on va dire, je pense, je sais pas ce qu'elle a voulu faire, est-ce qu'elle a voulu faire passer à travers la table, ou alors, ou alors la faire un genre de roulé-roulé sur la table pour qu'elle morfle. Mais en tout cas, ça a extrêmement réussi, et que je sais que Charlotte a voulu faire un string avec le, le slip de combat de Sasha Banks. Donc elle en fait 2 fois ça, et après elle termine avec un natural selection pour la victoire. Donc victoire de Charlotte. Et pour une première, c'est pas si mal. C'est pas si mal pour une première de la cage de l'enfer avec les femmes. C'est pas, on va dire ce que j'attendais le plus, mais c'est pas le truc que j'attendais le moins. Mais que j'ai bien adoré leur performance. Et que ce match-là, allez, 3,40, je le mets ça pour les femmes. Ouais, allez, ça se mérite. Et après, ben, le début de la fin, même s'il y a le highlight pour Hell in a Cell, et Throwing to House Down. Bref, ça s'arrête ici. Et moi, je m'arrête aussi là. Et pour conclure, ben, les matchs et l'ensemble. Ouais, les matchs et l'ensemble. Ben, je lui mettrais un 4,5. Je lui mets ça un 4,5, vu comment j'avais quand même apprécié presque cette période, vu comment je sais qu'il y a quelques matchs moyens que j'avais pas appréciés, et quelques shows qui n'ont pas été à la hauteur, mais que j'ai bien apprécié. Donc voilà. Donc 4,20 ou 4,5, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais 4,20 directement. Bref, je vérifierai dès que j'aurai regardé la vidéo, mais pour l'instant, oh, c'est étrange comment j'oublie mes trucs, c'est incroyable. Mais bon, je vais tourner la page pour ça. Donc voilà, c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos, et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez, bye tout le monde.